faut savoir que les traitements lourds, tels que la chimiothérapie, l'hormonothérapie ou encore d'autres traitements qui mettent sous ménopause artificielle, entraînent des effets secondaires indésirables assez lourds et qui mettent à mal en fait la vie sexuelle. L'image corporelle de la femme qui est mise à mal, c'est s'adapter à ce nouveau corps avec un sein en moins, des cicatrices en plus, une perte de cheveux. Donc ça vient atteindre la féminité directement et entraîner une sorte de perte de confiance. Donc forcément, peut-être entraîner une vie sexuelle moins épanouissante. Il ne faut pas oublier aussi le conjoint, qui moi je trouve est lui aussi mis à mal quelque part, parce qu'il faut qu'il puisse aussi être à l'aise avec le nouveau corps de sa conjointe. Il peut être parfois maladroit, il peut lui aussi avoir ses propres peurs, ses propres craintes aussi, qui peuvent du coup venir affecter aussi la vie sexuelle. Le corps changeant extrêmement vite avec les traitements, les femmes ont du mal à se plaire à elles-mêmes, à imaginer qu'elles peuvent plaire à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça va impacter le côté psychologique vraiment de leur sexualité. Et on va voir des fois des personnes qui vont mettre la sexualité entre parenthèses pendant tous les traitements et des difficultés à reprendre une vie sexuelle normale dans l'après-cancer. Alors lorsqu'il y a un cancer du sein et surtout les traitements, il va y avoir plusieurs problématiques sur la sexualité, dont une qui est vraiment peut-être la plus courante, c'est la baisse de libido. En fait, on dit baisse de libido, mais il y a libido et désir sexuel. La libido, ça va être impacté au niveau hormonal, donc forcément on va sentir moins de pulsions vers la sexualité, mais il y a le désir sexuel qui lui est plus psychologique. C'est l'envie d'avoir un rapport sexuel qui est orienté sur une personne. Donc elle aussi, ce désir sexuel va diminuer parce que il y a la fatigue, il y a les effets secondaires des traitements, les douleurs qui vont faire que la tête va être occupée par autre chose que par la sexualité. Donc ça, c'est quelque chose de très très fréquent pendant les traitements et on voit bien que ça perdure des fois des années après l'arrêt des traitements. En plus, chez la femme, on va rencontrer d'autres problématiques qui sont les sécheresses vaginales et qui vont donner ce qu'on appelle des dyspareunies, ce sont des douleurs à la pénétration. Ça aussi, c'est relativement fréquent. Alors, pour les problèmes de désir sexuel, comme c'est une dimension qui est psychologique, il y a des petits conseils vraiment pratiques qui fonctionnent bien. Il y a vraiment des angoisses importantes, des peurs face à l'avenir par rapport à la maladie. Vraiment consulter un psychologue pour vous aider parce que là, si la tête elle est prise par ces problèmes-là, c'est sûr que le désir sexuel ne pourra pas s'exprimer. Par contre, il y a des petites astuces qu'on peut faire à la maison. Les lectures de livres érotiques fonctionnent vraiment très très bien parce que si on veut avoir envie de sexualité, il faut que dans notre tête, il y ait un imaginaire érotique, il faut qu'il y ait des fantasmes. En lisant des mots, notre cerveau va créer des images, les rêves érotiques devraient revenir, et puis les fantasmes. On peut réinvestir ces anciens fantasmes, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment, c'est pas constamment, mais régulièrement des fantasmes qui arrivaient, donc peut-être essayer d'aller les rechercher, de se forcer un petit peu de ce côté-là. Et puis aussi, on a la masturbation, si elle était plaisante avant, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aujourd'hui. Quant aux sécheresses vaginales, en numéro 1, je recommanderais les hydratants vaginaux qu'on va trouver en parapharmacie, sans prescription médicale. Quotidien, c'est vraiment pas pour les rapports sexuels, c'est pour le côté vraiment bien-être au niveau vaginal, d'utiliser soit tous les jours, soit tous les 2 jours, en fonction de comment on se sent. Si le produit ressort trop vite, il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours. Si par contre, on voit bien qu'en utilisant le produit ne ressort pas dans la journée, il faut l'utiliser quotidiennement parce que c'est sec. Et puis pendant les rapports sexuels avec pénétration, moi je recommande l'utilisation d'huile, par exemple l'huile d'amande mousse, les huiles Velleda qui sont spécifiques pour les muqueuses et qui vont être un bon palliatif à la sécheresse vaginale et qui vont empêcher les douleurs. On a aussi des traitements à base d'acide hyaluronique, de laser, qui vont permettre de réparer un petit peu et de redonner une lubrification au niveau du vagin. Et pour éviter en fait les douleurs, parce qu'une femme ne doit pas avoir mal pendant les rapports, ça c'est obligatoire. Il ne faut vraiment pas chercher à la douleur et surtout insister. Si après on se rend compte qu'il y a aussi des douleurs à l'entrée du vagin, ce qui est assez fréquent, on va falloir réaliser des petits massages au niveau de l'entrée du vagin, vraiment sur le bas, c'est-à-dire où il y a l'insertion des muscles du périnée, puisque le périnée est une composition de plusieurs muscles qui peut se fragiliser pendant les traitements. Et du coup, ces muscles-là se contractent, ce qui fait que l'orifice vaginal va avoir tendance à être serré. Et quand il y aura une pénétration,
ça va être douloureux pour laisser passer en fait le pénis. Et beaucoup de femmes ressentent cette douleur. Alors là, il ne faut pas hésiter à venir faire des petits massages vraiment de détente pour essayer de relâcher la musculature. Si on trouve ça compliqué, il faut demander une rééducation du périnée avec une sage-femme ou un kiné qui feront vraiment cette rééducation-là de détente et après de remuscler le périnée pour éviter que ça revienne. De l'image corporelle, je pense que quand ça prend beaucoup d'ampleur, la consultation avec un psychologue ou un sexologue, elle est très importante. Les soins de support comme la socio-esthétique, c'est vraiment super aussi, pouvoir se remettre en avant. Ce qui est important, c'est de se réapproprier son corps. Ça peut être par l'activité physique adaptée aussi, ça peut être, je sais pas, par d'autres soins de support que l'on peut proposer, vraiment d'aider à reprendre confiance en son corps, à avoir des liens plus amicaux avec son propre corps, en fait être bienveillant envers soi-même et puis pouvoir accepter son propre regard dans le miroir. Ça, c'est un travail qui est très difficile, mais si on veut améliorer l'image que nous renvoie le miroir, il faut faire ce travail. Alors c'est vrai que je ne suis pas sexologue, je n'ai pas non plus de baguette magique, mais pour autant pouvoir échanger avec d'autres patientes et puis être moi également directement concernée par ça, parce que je suis actuellement sous hormonothérapie. Je dirais que plusieurs manières d'y remédier, c'est déjà d'en parler avec son conjoint. Ça permet un peu de démystifier un peu tout ce malaise qu'il peut y avoir autour de ça, de faire comprendre aussi à son conjoint ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Donc de libérer aussi la parole, d'en parler également à un professionnel. On ne pense pas souvent à en parler à un sexologue. Alors il y a des oncosexologues en plus aussi, ce sont des hôpitaux ou en libéral. On peut aller consulter seul ou avec son conjoint. Et puis d'en parler aussi avec d'autres femmes qui sont passées par là, via notamment des associations par exemple, parce que ça vient se rassurer, se déculpabiliser. Ça vient nous dire « Ah bah je ne suis pas anormale d'avoir un orgasme alors que j'ai pas de plaisir. J'ai un manque de libido, mais est-ce que c'est dû vraiment aux effets du médicament que je prends, ou est-ce que c'est parce que psychiquement je suis un peu fragile? Est-ce que c'est mon conjoint qui me désire moins, ou est-ce que c'est moi qui ai un problème, etc. » Et le fait d'en parler, de voir qu'on n'est pas seul, ça vient déjà, on va dire, baisser un peu cette pression et puis apporter aussi des éléments de réponse.